On va parler maintenant du filet social. Filet social, c'est un ensemble de mesures qu'Alain Noël, professeur émérite en sciences politiques à l'Université de Montréal, connaît bien. Ses recherches portent entre autres sur les stratégies de lutte contre la pauvreté adoptées par les États membres de l'Union européenne et par les gouvernements provinciaux du Canada. Voici Alain Noël. Merci Pierre. Je dois dire que ça me fait un peu drôle de me retrouver ici. Je suis déjà venu dans cette salle-là. Ce matin, juste avant de monter l'escalier dans l'entrée, je me suis dit, je suis vraiment à la bonne place? Puis finalement, c'est ici que ça se passe. Merci d'abord à Nicolas Thibault et à toute l'équipe de l'Union des consommateurs pour l'invitation, pour l'occasion de partager avec vous aujourd'hui un peu de réflexion sur le filet social, les vulnérabilités. Bon, ça marche. C'est moi qui contrôle. Attendez un instant. Je vais juste faire un... Y a-t-il un pointeur? Ben, c'est le bouton rouge. Ah. Oui, ça va bien, mais juste pour avoir un petit rayon laser. Là. C'est le bouton rouge, normalement? Ah, j'en ai un dans mon... Non, ça ne marchera pas. Je vais aller vous en chercher. Ben, je vais continuer... Ah ben le timer est déjà là. Tout va très bien. Bon, on va s'en passer. L'important, c'est de se parler. Donc, on m'a demandé de tracer un portrait du filet social. Je ne suis pas quelqu'un qui est sur le terrain et donc ça va être une perspective plus générale. C'est un peu une perspective aussi qu'on se donne en commençant une journée de réflexion. Je vais mettre l'accent un peu sur ce qu'on voit quand on regarde dans la durée. Donc, comment le Québec a évolué depuis 3, 4, 5 décennies. Qu'est-ce qu'on a accompli? Qu'est-ce qui reste à faire? C'est important de prendre ce recul-là parce que quand on parle de la lutte contre la pauvreté, quand on parle de la protection sociale, ce n'est pas des phénomènes qui bougent rapidement. Parfois, ça change soudainement, mais dans l'ensemble, si on veut porter un jugement, il faut regarder sur le long terme. Et on n'est pas très bon pour regarder sur le long terme. On a tendance à être capté par l'actualité, par ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier. Et toutes les recherches sur l'opinion publique montrent que les électeurs... OK. Montrent que les électeurs ont peu de mémoire. Ce qui s'est passé il y a 3 mois s'efface assez rapidement. Donc, on va prendre du recul. On va faire un peu de comparaison aussi pour voir comment on se situe par rapport au reste du Canada et par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Et ça implique je vais vous parler surtout de chiffres. Je vais essayer de ne pas trop vous assommer avec trop de chiffres, mais ce qu'on va voir surtout, c'est des tendances dans le temps, des évolutions. Et pendant que je préparais la présentation, a commencé la série de la presse là, sur l'État-providence au Québec, et ça m'a un peu motivé, disons, à souligner le fait que, bon, la série commence en disant on va faire ça calmement, on va regarder les faits, mais l'illustration qui sert de point de départ à la série, c'est un Québec qui tombe en miettes. Et donc, le point de vue est assez négatif. Et on dit ça coûte cher et on ne réussit pas grand-chose. Donc, je vais essayer de vous convaincre que c'est vrai que ça coûte cher, mais ça vaut la peine. On réussit certaines choses mieux que d'autres. Il reste évidemment beaucoup à faire, mais c'est important de prendre la mesure de ce qu'on a accompli et de comment on peut se comparer à cet égard. Donc, la première étape,
c'est revenir un peu sur l'idée qu'on est censé parler des crises aujourd'hui. Donc, de quelle crise s'agit-il? La deuxième étape, c'est on va parler de quelques vulnérabilités. Je ne pourrais pas faire le portrait complet, mais on va s'attarder surtout à la pauvreté et aux inégalités. Et la troisième étape, c'est de se comparer un peu à d'autres et voir ce qu'on peut faire de mieux. Donc, premier point, l'inflation. Beaucoup de ce qui retient notre attention ces jours-ci, c'est le fait, et puis on a juste à aller à l'épicerie pour être sous le choc, c'est le fait que les prix augmentent. Et pour le logement, pour l'alimentation, les prix pour les biens essentiels, finalement, augmentent et on n'est pas habitué à ça. Et c'est un choc. J'ai parlé pendant des années dans mes cours sur les politiques sociales de l'inflation, de l'arbitrage entre l'inflation et le chômage pour les étudiants. Et pour toute une génération d'étudiants qui vient après moi, disons, jusqu'à presque hier, les considérations sur l'inflation, c'était comme une question intéressante, mais un peu théorique ou abstraite, parce que ce n'était pas quelque chose qui était vécu comme étant particulièrement frappant. Pour le comprendre, cette situation-là, on peut regarder l'évolution de l'indice des prix à la consommation dans le temps. Et ce qu'on voit, c'est que en 81-82, on a atteint un sommet, c'était à 12,5% en 81. Moi, à cette époque-là, j'étais étudiant, j'ai décidé de... J'avoue qu'à l'époque, ça ne me faisait pas un pli sur la différence. L'inflation, ça ne me paraissait pas comme un problème très important. Je reviendrai dans une minute pourquoi. Mais ce qu'on voit, c'est que entre 81 et 94, on a pratiquement éliminé l'inflation. Et c'est resté comme ça pendant presque 25 ans, où on a, ça va aller plus vite comme ça, où on a essentiellement très peu d'inflation, donc 2 3 d'inflation, parfois même en bas de 1 Ce succès-là contre l'inflation a eu un coût énorme parce que ce que les gouvernements ont fait pour casser l'inflation en 81-82, c'est de laisser monter le chômage, d'avoir des taux d'intérêt très élevés, c'était dans les deux chiffres, et de laisser monter le chômage, donc de casser finalement la croissance économique pour juguler l'inflation. Ça a marché et par la suite, à partir de la fin des années 90, la croissance économique a repris sans causer d'inflation. Et donc, on s'est habitué pendant presque 30 ans à une situation où l'inflation, c'était essentiellement un problème de l'ancien temps. C'était un problème qui n'était pas pour nous. Aujourd'hui, on est ici. Il y a eu un pic inflationniste qui est modeste par rapport à ce qu'il y avait là, dans les années 80, mais l'inflation est de retour et ça fait partie des problèmes qui nous préoccupent. On voit que ça a redescendu et actuellement, les dernières statistiques là, pour janvier 2025, c'est en bas de 2 donc, on est de retour dans la fourchette un peu là, des années où il n'y avait pas beaucoup d'inflation. Ça peut paraître étonnant parce que ce qui arrive, c'est que les prix, évidemment, ne baissent pas. L'inflation, c'est une mesure de la croissance des prix, donc ça continue d'augmenter un peu, mais ça n'augmente pas énormément. Je vous disais que quand j'étais étudiant, c'était le cadet de mes soucis parce que ce qui nous préoccupait, c'était le chômage. Il n'y avait pas d'emploi. Il y avait des logements pas chers, mais il n'y avait pas d'emploi pour les payer. Et ça, c'est le taux de chômage de la population générale. Pour les jeunes, c'était évidemment bien plus élevé. Et donc, on avait une situation au début des années 80 qui combinait, c'était le pire des deux mondes, là, très haut taux d'inflation et très haut taux de chômage. On parlait de stagflation pour décrire le phénomène, c'est-à-dire l'inflation dans un contexte de stagnation économique. Et c'est ce qui a amené les politiques monétaristes, les politiques d'austérité, qui ont été dures, mais qui ont conduit à une période où, pendant que l'inflation baissait ou devenait faible, restait faible,
le chômage au Québec, et ça, c'est un grand succès historique parce que le Québec, c'était une société de chômage élevé depuis presque le 19e siècle. Les Québécois s'en allaient en Nouvelle-Angleterre pour trouver des emplois. Et donc, on est descendu constamment jusqu'à aujourd'hui pour arriver à des taux de chômage en 2022, c'était 4 aujourd'hui, je pense que c'est à 4,5 à peu près %. Donc, on a réussi à vaincre le chômage en grande partie et tout ça sans faire monter l'inflation. L'inflation, donc, est un phénomène récent lié à la pandémie et aux désajustements dans les chaînes de production mondiales, les échanges. Il y a eu d'autres gains qui ont été réalisés. Le chômage baissait. Une autre mesure, là, je n'ai pas la représentation pour celle-là, mais le taux d'occupation a augmenté. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui travaillent, le taux de chômage est une mesure insatisfaisante à certains égards parce que si tu es découragé, si tu cesses de chercher de l'emploi, tu n'es pas un chômeur ou une chômeuse, ça compte seulement les gens qui cherchent du travail. Donc, le taux d'occupation ou taux d'emploi, c'est une façon de voir qui est effectivement en emploi. Et ce qu'on voit ici, on pourrait avoir la diapositive pour la population générale, ce serait assez semblable. C'est qu'au Québec, historiquement, c'est une société de chômage élevé, il y avait des taux d'occupation plus faibles qu'en Ontario. Et ici, c'est pour les femmes entre 25 et 44 ans. Donc, les femmes en âge d'avoir des jeunes enfants sont devenues plus susceptibles d'être en emploi au Québec qu'en Ontario à partir de 2007 à peu près. Résultat des politiques familiales du Québec. Donc, on met les gens plus au travail et notamment les jeunes femmes ont plus facilement accès au travail. En lien avec ça aussi, ça fait partie un peu de nos résultats. Le nombre de personnes qui reçoivent de l'aide sociale a constamment diminué depuis 1995, depuis la fin du siècle précédent. J'ai mis la tendance du taux de chômage pour montrer qu'il n'y a pas de secret, là. Le déclin de la clientèle de l'aide sociale est très intimement lié à la croissance de l'emploi ou à la baisse du chômage. Et je ne vous le montrerai pas ici, là, mais j'ai fait à un moment donné des comparaisons entre les pays en fonction de la générosité de l'aide sociale. Et il n'y a aucun lien entre la générosité de l'aide sociale n'amène pas des gens à lâcher leur job pour aller à l'aide sociale. C'est pas comme ça que ça marche. Le lien fort à l'aide sociale, c'est le chômage. Donc, il y a moins de personnes à l'aide sociale, il y a moins de chômeurs, presque que jamais auparavant. Et on pourrait, ça c'est lié à une remarque que Claude Pinard faisait, si on avait seulement, parce qu'évidemment, quand on est passé de taux d'aide sociale au-dessus de 12 c'est des nombres, pardon, l'échelle est ici, on est passé au-dessus de 700 000 personnes à 300 000, on a diminué à peu près de moitié le nombre de personnes à l'aide sociale. Ça a dégagé des ressources financières qu'on aurait pu utiliser pour améliorer la situation de ceux qui sont toujours à l'aide sociale, mais on n'a pas fait ça, évidemment. On a attribué les fonds à d'autres projets. Et finalement, dernier point, juste pour faire le bilan là, de notre situation dans le long terme, le Québec s'est enrichi, donc on est plus riche maintenant qu'on ne l'a jamais été. Et ça veut dire qu'on a plus de moyens pour faire plus d'affaires qu'auparavant. Et donc, il y a tout un discours là, qui dit qu'on paye trop cher, qu'il faut couper dans les programmes sociaux. En tout cas, cet argument-là ne se justifie pas par le fait que la société s'appauvrit.
peut-être qu'on pourrait s'enrichir encore plus vite, mais c'est bon de garder à l'esprit qu'aujourd'hui, collectivement, on est plus riche qu'on ne l'a jamais été. Le problème, évidemment, c'est la distribution de cette richesse-là, mais le potentiel existe. Tout ceci, donc, ces tendances relativement positives, c'est avant Donald Trump. Et là, j'avais pensé vous dire que ça m'empêche de dormir la nuit, mais c'est pas vrai parce qu'il n'y a rien qui m'empêche de dormir la nuit. En général, quand je me couche, je ferme mes yeux puis je m'endors presque automatiquement. Mais si j'avais le sommeil fragile, ça m'empêcherait de dormir la nuit. Donc, les dégâts vont être colossaux. Sur le plan économique, les taux d'intérêt vont probablement augmenter. L'inflation va être stimulée par les nombreuses contraintes aux échanges. Sur le plan politique, c'est encore pire. Les États-Unis sont en crise constitutionnelle, se dirigent vers une situation où le régime politique lui-même est démantelé par l'absence de la violation multipliée des entorses aux règles légales et institutionnelles et constitutionnelles. Bref, ça va mal. Et ça va aller mal au moins jusqu'au midterm dans 2 ans. Ça va probablement aller mal plus longtemps que ça encore. Donc, c'est la situation. Un portrait moyennement positif, relativement positif. Maintenant, ça, c'est pour l'espèce de petit bilan sur les crises, si on veut. Il faut prendre la mesure des crises. On a des crises, on a des défis, mais on n'est pas complètement démonté et on n'est pas sans ressources. Les vulnérabilités, pauvreté et inégalité, moi, je me suis intéressé plus à ça et j'ai regardé, dans le cadre d'un autre projet, j'ai mis à jour, dans le fond, les données que j'avais sur l'évolution de la pauvreté. C'est bon de garder à l'esprit que pour la pauvreté et les inégalités, on a toujours, tantôt Claude Pinard parlait des lacunes des indicateurs qu'on a, mais même s'ils étaient bons, nos indicateurs, ils sont toujours pas mal en retard. On est rendu à 2022 pour la pauvreté, et donc ça limite un peu ce qu'on peut dire sur le temps présent, mais on peut voir les tendances à l'œuvre, et ce qu'on voit, c'est que là, les indicateurs de pauvreté. C'est pas la MPC que je vous présente parce que la mesure du panier de consommation que je trouve fort utile à bien des égards a le gros désavantage d'être redéfinie à tous les 5 ans à peu près, ce qui fait que pour regarder des tendances dans le temps, on ne peut pas vraiment le faire. Il n'y a pas de continuité historique. Et donc, j'ai pris la mesure du faible revenu qui a l'avantage d'être la mesure la plus utilisée dans le monde. Dans les pays riches, là, parce que pour les pays du Sud global, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est la mesure du faible revenu, c'est le pourcentage, le taux de pauvreté, c'est le pourcentage de personnes qui ont moins que la moitié du revenu médian de leur société. Statistique Canada considère que le revenu médian qui est pertinent pour le Québec, c'est le revenu médian du Canada, ce qui fait apparaître la situation du Québec moins favorablement que si on prend le revenu médian québécois. Pour ma part, je considère que la seule manière de parler de la pauvreté au Québec, c'est de considérer le rapport au revenu médian québécois. L'Institut de la statistique du Québec fait ce calcul-là. Et ça donne la chose suivante, ça donne que, premièrement, ce n'est pas si surprenant parce qu'on a vu que le chômage baissait, le nombre de personnes à l'aide sociale baisse, et donc la tendance en bleu, c'est tout le Québec, là, c'est toutes les personnes au Québec. En 1996, le taux de pauvreté était à peu près 12%, selon cette mesure, et aujourd'hui, il est autour de 9%, 8-9%. La ligne verte, c'est pour les moins de 16 ans, donc les enfants. Et ce qu'on voit ici, c'est que
les enfants étaient plus susceptibles de vivre dans une famille pauvre que la population générale en 1996 et ils le sont devenus moins susceptibles. Et il y a eu deux grandes... et ça, c'est vraiment un résultat de politique publique. On peut dire, le chômage baisse parce qu'il y a de la croissance économique, mais l'inversion du rapport de la pauvreté des enfants et celui de l'ensemble de la population, c'est le résultat de politiques familiales au Québec qui ont eu un effet... Voyons si ça marche. Ah non, c'est l'autre. Deux pointeurs. Dans un premier temps, c'est les politiques familiales du Québec qui ont commencé les transformations importantes en 1997, qui ont contribué à réduire le taux de pauvreté des enfants. Et à partir de 2015, il y a aussi l'effet de l'allocation canadienne pour enfants qui a eu un impact positif. Si bien donc qu'aujourd'hui, au Québec, les enfants sont moins susceptibles d'être en situation de pauvreté que l'ensemble de la population. Et l'ensemble de la population est moins susceptible d'être en situation de pauvreté qu'au début du siècle. La situation au Canada est un peu différente. Je passe vite là-dessus. Oh, c'est mauvaise. Je savais que j'aurais dû amener mon équipement. Bon. Au Canada, la pauvreté et là, il faut comprendre que manque de... J'y ai pensé après coup, là, mais le Canada ici inclut le Québec. Donc, quand le Québec s'améliore, on améliore toute la moyenne canadienne. Et ça aurait été mieux de prendre l'Ontario, je l'ai fait pour d'autres diapositives. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est qu'au Canada, la pauvreté ne baisse pas vraiment jusqu'à 2015. La pauvreté des 18 ans et moins, donc les jeunes, est également plus élevée que la pauvreté générale jusqu'à 2015. Et en 2015, c'est l'allocation canadienne pour enfants qui fait baisser la pauvreté des enfants et qui fait baisser la pauvreté dans son ensemble au Canada. Donc, l'évolution du Québec et l'évolution du Canada, même incluant le Québec, sont un peu différentes. On a au Québec accordé plus d'attention aux familles. Et là, je suis content parce que Pierre Craig a mentionné dans son allocution de lancement qu'on avait au Québec, Seigneur, le championnat des familles monoparentales. Et ça, c'est un graphique vraiment spectaculaire. Là. Moi, j'ai joué dans les données, puis j'ai vu qu'est-ce que ça donnait, puis j'ai été moi-même surpris par la force de cette tendance-là. C'est le taux de pauvreté des familles monoparentales au Québec entre 1996 et 2022. Et on constate qu'en 1996, presque 40%, donc 4 familles sur 10 familles monoparentales étaient en situation de pauvreté. Et en 2020, c'était autour de 8%. Les familles monoparentales sont plus à risque, de façon générale, que les familles biparentales, certainement. Les familles biparentales, sont vraiment à l'abri de la pauvreté. Mais leur situation est bien meilleure aujourd'hui qu'elle l'était il y a une trentaine d'années ou 40 ans. Et ça, c'est le résultat des politiques familiales du Québec. Autre donnée importante, le temps file, mais c'est important, les femmes sont plus susceptibles d'être pauvres que les hommes. Et c'est vrai, c'est tout le temps vrai. Ça ne change pas vraiment. Sauf que ce qu'on voit ici, c'est que la pauvreté des hommes est moins élevée au Québec qu'au Canada. Encore une fois, le Canada inclut le Québec, là, donc ça, c'est un petit peu un problème. Le fait que le Canada inclut le Québec, c'est toujours un problème. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que l'écart entre les hommes et les femmes pour la pauvreté au Québec, c'est presque éteint jusqu'à 2015. Il aurait réapparu un peu. Les femmes sont demeurées plus susceptibles d'être en situation de pauvreté que les hommes, mais l'écart est très faible, alors qu'il est demeuré plus important au Canada. Donc, on peut dire que les politiques québécoises
ont eu plus de succès contre la pauvreté et sont un peu plus féministes aussi, dans leurs résultats en tout cas. Et encore une fois, c'est beaucoup lié aux politiques familiales. Ce sur quoi je travaillais quand j'ai commencé à préparer mes diapositives, c'était, en tout cas pour un livre avec des collègues belges, je fais un chapitre sur les revenus de pension au Canada, et au Canada, donc ça inclut le Québec. Et ce qu'on voit ici, et ça m'a surpris de voir ça parce que c'était pas censé être comme ça. Jusqu'à assez récemment, on avait l'impression que les 65 ans et plus étaient protégés contre la pauvreté grâce au fonctionnement de 2 programmes fédéraux qui sont la sécurité de la vieillesse, qui est une allocation quasi universelle pour les retraités, et le supplément de revenu garanti qui vient topper le revenu des moins riches pour les faire passer juste au-dessus du seuil de la pauvreté. Et dans les faits, c'est ce qui se passait. Donc, en 1996, au Québec, les personnes âgées étaient très peu susceptibles d'être pauvres et leur exposition à la pauvreté a augmenté jusqu'en 2011 où les 2 lignes se sont croisées. L'autre ligne, c'est tout le monde, là. Et ça s'est aggravé dans les années 2015. Et donc, aujourd'hui, les personnes de 65 ans et plus sont plus susceptibles d'être en situation de pauvreté que l'ensemble de la population. C'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada, c'est la même tendance, donc j'insisterai pas trop. Mais c'est une préoccupation qu'on devrait garder à l'esprit. Dans le fond, on avait trouvé la recette pour prévenir la pauvreté chez les personnes âgées, puis on a perdu le tour. On a raté on n'a pas réussi à suivre l'évolution de la tendance. Et donc, on a maintenant un problème qu'on avait réglé et qu'on a cessé de régler parce qu'on a été négligent essentiellement. Le supplément de revenu garanti et la FADOC a fait des représentations multiples fois là-dessus, est indexé pour à l'indice des prix à la consommation, mais il ne suit pas la croissance de la richesse de la société et donc il ne protège pas bien les personnes âgées à faible revenu. Ce serait facile à régler parce que ces gens-là qui sont en situation de pauvreté ne sont pas loin en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ça ne prendrait pas un effort immense pour les faire revenir comme à peu près où ils étaient il y a quelques années. Si on regarde un autre point de vue, c'est de regarder pas juste les inégalités, la pauvreté, mais les inégalités. Et là, ce qu'on voit, c'est que le Canada, pour se comparer, là, c'est plus facile de faire avec le Canada. J'ai plus loin fait l'effort pour le Québec, mais on reviendra là-dessus. Donc, au Canada, les inégalités, plus c'est gros, plus c'est inégal. C'est facile de voir, tu regardes où sont les États-Unis, puis tu comprends là, où est-ce que ça va. Donc, les États-Unis, le Royaume-Uni sont les pays les plus inégaux dans l'OCDE. Le Canada est au milieu à peu près. La Belgique fait le mieux. Il y a bien des affaires qui ne marchent pas en Belgique, mais pour les politiques sociales, les Belges sont bons. Ils ne s'entendent pas, mais ça, ils réussissent à fonctionner quand même. Au Québec, donc ça c'est comme la perspective internationale, au Québec, c'est important de savoir que les inégalités ont était à peu près équivalente à ce qui avait lieu, ce qui est passé en Ontario. Ça, c'est un meilleur graphique là, parce que c'est l'Ontario versus le Québec. Donc, dans les années 80, c'était la même chose. L'indice Gini des inégalités était semblable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 90, les inégalités ont augmenté au Canada, en Ontario, pardon, et elles ont augmenté aussi au Québec, mais moins. Et donc, le Québec, et là, je ne peux pas faire la démonstration ici, mais ça s'explique essentiellement parce que le Québec fait plus de redistribution par l'impôt, par les transferts sociaux, et donc obtient des résultats moins inégalitaires. Dernière section.
Ça craque de partout, imaginez-vous donc. Donc, l'État-providence au Québec se dégrade. C'est vrai que ça ne va pas si bien que ça, mais ce n'est pas parce qu'on en fait trop. Ici, vous avez les dépenses sociales de quelques pays choisis par moi, de l'OCDE. En bas, on a les deux bons amis, le Canada et les États-Unis, qui sont parmi les pays qui dépensent le moins pour la protection sociale. Et en haut, le pays qui dépense le plus dans le monde pour la protection sociale, c'est la France, qui se situe bon an, mal an autour de 32-33% du PIB. La Belgique, je vous disais, ils sont bons les Belges, est assez généreuse également. La Suède, en bleu, avait l'habitude d'être parmi les plus généreux et a réduit un peu son effort par la suite. Donc, première chose, on n'est pas parmi les plus dépensiers, loin de là. Le Québec dépense un peu plus que le Canada, mais on est dans cette zone-là quand même. Deuxième chose qui est importante à garder à l'esprit, c'est que partout, sauf en Suède, ça monte. Donc, c'est pas vrai qu'on démantèle l'État-providence puis qu'on défait des programmes. En fait, on ajoute des programmes. Toutes les années 2000, partout dans le monde, dans les pays riches, on a développé les services de garde, notamment, des soutiens aux familles. Au Canada, on parle d'assurance médicaments, de soins dentaires. Je ne suis pas sûr que ça va complètement se réaliser. Mais, donc, les dépenses sociales vont en augmentant. Oups. Bon. Allons vite. Ouf. Ah oui, non, c'est important ça. C'est juste pour vous dire. Il y a une affaire qu'on ne voit pas quand on regarde les dépenses sociales, c'est que il y a une grande partie des dépenses qui consistent qui ne sont pas des dépenses. Pour vous encourager à prendre de l'épargne pour votre retraite, par exemple, le gouvernement vous donne une déduction fiscale. C'est une dépense fiscale, mais ça ne compte pas comme une dépense, c'est comme un revenu non obtenu par le gouvernement. Donc, si on calculait ça, et si on calculait aussi ce que les gens mettent de leur propre poche, quand tu vas à l'université, tu payes des frais de scolarité, quand tu vas à l'hôpital, quand tu vas voir un médecin, souvent on te dit, bon ben, surtout au Québec, là, si tu veux attendre un an, tu peux aller en public. Si tu veux savoir rapidement si tu as le cancer, tu peux régler ça en 2 jours dans le privé. Donc, les dépenses privées peuvent être importantes aussi. Et la leçon de ce tableau-là, vous êtes obligé de me croire parce que je vais aller vite, là, mais c'est que au Canada, le Canada est ici sous la flèche. Oups. Ici. Oups, et on est là en fait. La barre en noir, c'est les dépenses. Puis le petit carré blanc, c'est que si on ajoute les dépenses privées et les dépenses fiscales, le message de ce graphique-là, c'est que ce qu'on paye par nos impôts, si on ne le payait pas, on le paierait autrement. Donc, la plupart des pays dépensent ont des niveaux de dépenses pas si éloignés que ça si on considère les dépenses que les gens doivent faire eux-mêmes et les dépenses fiscales. C'est juste que ça ne donne pas les mêmes résultats en termes de justice sociale et de transparence. Un graphique, j'achève là. Ce graphique-là, quand je l'ai fait pour la première fois, j'ai double vérifié, triple vérifié parce que ça m'apparaissait trop exagéré. Tu sais. Mais c'est ça. Tu sais. C'est les revenus d'aide sociale. Donc, la Fondation Maytree au Canada fait ça chaque année. Il estime
Les revenus qu'une personne à l'aide sociale reçoit, ça inclut évidemment les paiements de l'aide sociale elle-même, mais aussi les crédits pour la solidarité, les crédits pour la TPS, etc. Donc, tout ce que reçoit une personne à l'aide sociale. Et ça, j'ai fait ça en m'appuyant sur des travaux d'un collègue suédois qui avait fait le travail pour les pays, l'ensemble des pays, puis j'ai rajouté les provinces canadiennes. C'est ce que les personnes à l'aide sociale reçoivent en proportion du revenu médian de leur société. Puis le revenu médian, on sait, c'est un peu la barre. Si tu as la moitié du revenu médian, en dessous de ça, tu es pauvre. Et donc, pour faire une histoire courte, au Québec, au Canada, il y a juste les États-Unis qui font pire que nous. Parce qu'essentiellement, il n'y a pas d'aide sociale aux États-Unis. Il y a des food stamps, puis il y a des aides temporaires, mais il n'y a pas d'aide sociale comme on la comprend ici, qui est un droit acquis, etc. Donc, le Québec est là, on est bon quand on se compare au Canada, ça nous donne ça, mais on fait dur par rapport au reste. Donc, dans quelques rares pays, Danemark, Allemagne, Finlande, ça dépasse le seuil MFR de la pauvreté, les revenus d'aide sociale. Mais presque partout ailleurs, quand tu es à l'aide sociale, tu es pauvre. Mais tu es rarement aussi pauvre qu'au Canada, sauf si tu vas vivre aux États-Unis. Ah, mais évidemment, si on devient partie des États-Unis, ça va nous ramener là. Bon, je saute celle-là. Je vous la montre juste pour vous montrer ce que vous allez manquer. Avec mon jeune collègue Olivier Jacques, on a revisité les études sur l'universalité. Et la conclusion qui existait jusqu'aux années 1990, c'était que l'expression en anglais, là, c'était Programs for the poor are always poor programs. Les programmes pour les pauvres sont des pauvres programmes. Et donc, si tu veux des bons programmes sociaux, il faut que tu embarques la classe moyenne. Il faut que tout le monde ait un enjeu financier là-dedans. Il faut qu'on veuille les avoir pour nous. Et donc, si tu veux des bonnes garderies, tu donnes des bonnes garderies à la classe moyenne et ils vont se battre pour les maintenir, les bonnes garderies, pour tout le monde. Si tu veux des garderies médiocres, tu crées des garderies juste pour les pauvres, puis et ça va être des pauvres garderies. Tu sais. Et dans les années 2000, ce constat-là avait été remis en question par un paquet de recherches. Et avec Olivier, on a refait les calculs et on a trouvé que ça marche toujours, que l'universalité, c'est toujours bon, et que, en fait, le meilleur de tout, c'est quand tu es universaliste avec un petit plus pour redistribuer, comme la sécurité de la vieillesse avec le supplément de revenu garanti. Et ça, c'est les pays. Les pays qui sont ici sont des pays qui réussissent bien. Donc, c'est les Nordiques plus la Belgique, essentiellement, qui ont des programmes universels et qui ont également des orientations pro-pauvres, c'est-à-dire qui ont des suppléments pour aider les personnes les moins favorisées. Ici, c'est les pays qui sont universalistes, mais plus favorables aux plus riches. Et ceux qui sont ni universels, ni favorables, mais ils sont pro-pauvres parce qu'ils donnent juste aux pauvres, mais ils ne donnent pas grand-chose. Mais le Canada et les États-Unis sont là-dedans aussi. Donc, on n'est pas si loin des États-Unis que cela. J'achève. Ah oui, bon, ben ça, c'est juste une preuve de plus, là, mais au Québec, par rapport au reste du Canada, parce que là, évidemment, c'était les pays, mais si on regarde le Québec au Canada fait plus d'efforts de redistribution que les autres provinces. Et je me suis intéressé aussi dans un autre travail que j'avais fait, un travail qui me tient à cœur, ça fait longtemps que je réfléchissais à ça, sur la relation entre la taille des pays en termes de population
et la redistribution. Et ce qu'on voit, c'est que les champions de la redistribution, c'est toujours les mêmes. C'est les petits pays nordiques. Ouais. Avec la Belgique, l'Autriche est là aussi. Et les pays qui redistribuent moins, là, les États-Unis tirent la tendance vers le bas, là, mais sont les grands pays essentiellement. Le Canada est une espèce de entre les deux, et le Québec est plus proche des petits pays, mais pas aussi redistributeur qu'il pourrait l'être. Et donc, encore une fois, on se situe parmi les pas pires. Un des derniers points, ils reconnaissent dans la presse, ils ont quand même fait un effort, que les choses vont très mal, ça coûte cher, ça marche mal, c'est tout dégringandé. Mais quand on regarde, on demande aux gens s'ils sont contents de leur vie, les Québécois sont plus heureux que les autres. Et ici, c'est l'indice du bonheur pour le Québec et l'Ontario. Je ne sais pas trop pourquoi ça s'est croisé au début, au tournant du siècle. Mais les Ontariens avaient l'habitude d'être plus heureux que les Québécois. Et depuis le 21e siècle, on les bat là-dessus aussi. Donc, on est plus heureux. Et tous les travaux qui ont été faits pour essayer d'expliquer ces tendances-là ont échoué. J'ai un étudiant qui s'est cassé les dents là-dessus pour se faire son mémoire de maîtrise. C'est un bon mémoire, mais essentiellement, il dit, ben, j'ai pas trouvé. Mais on soupçonne que, comme les pays les plus heureux au monde, c'est les pays nordiques, on soupçonne que c'est les politiques de redistribution et d'égalité, de justice sociale qui rendent les gens plus heureux parce qu'ils sont moins inquiets. Un peu les inquiétudes que signalait Claude Pinard quand il présentait son exposé. Donc, ça nous laisse avec tout un programme. Ce dont je vous ai parlé, c'est les grandes tendances. La plupart d'entre vous êtes sur le terrain et tout au long de la journée, on va parler de comment ça se traduit sur le terrain, donc les difficultés réelles que vivent les gens et les organismes communautaires. Et évidemment, il reste beaucoup à faire et c'est pour le reste de la journée ce qui va nous occuper. Merci beaucoup. On va avoir le temps, après ce passionnant exposé, pour une ou deux questions rapides. On vous écoute. Est-ce que je recommence mon petit boniment? OK. Bonjour, je m'appelle Guylaine de Mascureau, je travaille au regroupement Partage. J'ai une question pour vous, monsieur le professeur. Comment va-t-on s'en sortir pour avoir un état des lieux plus exact de la situation, sans statistiques, avec un démantèlement de l'effort statistique au Canada? Ça, c'est ma question. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a l'impression que je l'ai trouvé... Non, excusez-moi, je vais essayer d'aller vite. J'ai trouvé super intéressant d'avoir une vision beaucoup plus macro et de comprendre les mécanismes à travers les décennies. Maintenant, face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, malheureusement, on dit tous des chiffres, on dit tous des statistiques, on dit tous tout un tas de choses, mais de la réalité, est-ce qu'on est capable d'avoir un portrait exact de la situation, de la pauvreté, de la vulnérabilité et de la précarité en 2025 au Québec? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que professeur? Bien, la question, c'est que on ne peut jamais avoir un portrait parfait. L'opposé ultime d'un portrait statistique, ce serait un roman qui raconte la situation d'une personne. Là, on aurait tous les détails de la vie. Les statistiques sont évidemment une abstraction qui repose sur des choix qui ont été faits, mais c'est important de les comprendre et de s'en servir parce que ça fait partie des éléments qui aident à convaincre les élus, notamment, non seulement de la pertinence de faire certaines choses, mais de l'impact que ça a
Et donc, c'est important de pouvoir mesurer ce que ça donne dans le long terme. Moi, je dirais aussi que actuellement, on est dans une époque où il y a beaucoup de scepticisme par rapport à la science, par rapport à la vérité même. Enfin, on invente des faits. Et donc, c'est important de pouvoir s'accrocher à des mesures qu'on est capable de valider. Mais est-ce qu'on dispose d'assez d'informations? Les derniers chiffres sont 2022. Oui, Depuis non, ça, 2022, il s'est passé quand même un certain nombre de choses. Les choses vont très vite. On comprend qu'il n'y a pas de portrait exact de la situation au 19 février 2025. Par contre, entre 2022 et 2025, on manque de données avec des changements très rapides. Est-ce que vous, en tant que, par exemple, dans vos recherches, vous avez ma question, elle est un peu simple, elle est un peu orientée, c'est pour ça que je n'ose pas la poser directement. Est-ce que vous en avez posez-la directement, comme ça on va comprendre. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est privé d'un certain nombre de données qui, autrefois, au Canada, au Québec, étaient disponibles plus rapidement qu'elles ne le sont maintenant? Parce que moi, ma question, elle est simple, comment peut-on espérer faire prendre conscience à des gens qui auraient besoin de réaliser l'état de la situation si on ne dispose pas d'un minimum de données sur lesquelles on puisse s'appuyer, qui décrivent aussi la réalité, c'est important. Donc c'est ça ma question. Vous, est-ce que vous avez l'impression qu'on dispose de moins de données qu'avant? Moi, j'ai l'impression qu'on dispose de plus de données qu'avant. On a, bon, juste pour rester dans les thèmes dont on a parlé, là, la mesure du panier de consommation, c'est une mesure récente, relativement récente, là, je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui, mais c'est une mesure qui a l'immense avantage de relier l'évaluation de la pauvreté à la satisfaction de besoins réels, donc les besoins pour le logement, l'alimentation, etc. Et donc, c'est une mesure qui est nouvelle relativement et qui nous apprend beaucoup et qui permet de voir la situation des personnes par rapport à leurs besoins. La question du retard, ça, c'est inévitable. Plus les statistiques sont compliquées à établir, plus ça prend du temps. Donc, la mesure du panier de consommation, par exemple, ça demande une évaluation du coût du panier dans différentes municipalités au Canada. Donc, forcément, c'est long. Mais si on regarde un peu, si on prend par exemple, j'ai parlé tantôt de l'allocation canadienne pour enfants, on voit les effets, ça a pris une année ou deux avant de les voir, mais on les voit les effets. Et ça nous informe sur le genre de priorités qu'on peut se donner qui finissent par avoir des effets. Mais ça prend un peu de temps pour voir les effets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Noël. C'était vraiment passionnant.